Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici. En fait, lorsqu'on a reçu l'invitation à l'IDQ, comme on l'appelle, Institut du Québec, mais notre fameux acronyme, c'est IDQ. En fait, c'est vraiment une question qui nous interpelle depuis plusieurs années. L'Institut du Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un centre de recherche et d'analyse, de vulgarisation des politiques publiques au Québec. On est situé à Montréal. Moi, je viens d'une région, alors je suis toujours content de traiter de ces sujets-là parce que moi, ça fait pas... à l'époque, disons, j'aime pas ça dire ça, mais lorsque j'ai grandi en région, de l'immigration au Lac-Saint-Jean, il n'y en avait à peu près pas. Hein? Donc, le portrait a beaucoup changé pour différentes raisons qui s'expliquent économiques, sociales, démographiques, des raisons que je vais vous expliquer ici. Puis, en fait, je vais un peu vous parler du contexte économique dans lequel on est actuellement. Parce que nous, en fait, c'est un peu notre pain puis notre beurre, là, à l'IDQ, à tous les jours, c'est ce qu'on fait. Regardez l'évolution de la situation économique. On a 3 piliers, en fait 4 piliers de recherche maintenant qui sont en lien avec les finances publiques. Donc, on analyse les finances publiques de manière générale, tant au Québec qu'au Canada, voir un peu c'est quoi les implications pour le Québec. La question de la main-d'œuvre, c'est un peu notre, je dirais, notre core business. C'est qu'on, à la fois, analyse mensuelle, annuelle du marché de l'emploi. Depuis quelques années, il y a des analyses sur les postes vacants qui ont beaucoup pris du devant dans l'actualité en raison des pénuries de main-d'œuvre qui ont quand même sévi de façon assez importante. Donc ça, je vais vous parler aussi d'un peu comment ça a évolué. On parle aussi de développement économique, on fait toutes sortes de portraits, etc., des portraits sectoriels. Puis également d'environnement aussi, parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus prépondérant dans l'espace public. Puis aujourd'hui, en fait, mon rôle, c'est de présenter, disons, un portrait actualisé des tendances qui façonnent le marché de l'emploi, avec aussi des données régionales, parce qu'il y a quand même des différences assez importantes là, qui ressortent actuellement entre Montréal au sens large de la région métropolitaine, de comment ça se passe, puis le reste du Québec, en fait, toutes les régions ressources, puis à l'extérieur de Montréal. Donc, en fait, le principal fait saillant qu'on a observé dans les dernières années, c'est l'augmentation de la population qui est très importante. Puis là, je cherchais un peu une façon de montrer ça qui serait... au-delà de dire, oui, il y a la question de l'immigration, je vais y revenir tantôt, mais un peu de voir, on se situe où, en fait, dans le monde un peu actuellement en matière de croissance de population. Puis j'ai fait une compilation, en fait, de regroupement de pays, de régions du monde, un peu pour voir, où est-ce qu'on se situe. J'ai pris la donnée pour 2023, puis 2024, c'est encore un peu plus important, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Au Canada, la population a augmenté de 3 % en un an seulement en 2023. Au Québec, c'était 2,3 %. Aujourd'hui, on est autour de 2,5 %. Mais la liste des pays qu'on voit actuellement, en fait, le seul regroupement de pays avec lequel on se compare désormais, en fait, aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne, puis c'est pas pour les mêmes raisons, c'est en raison de forts taux de natalité dans ces pays-là qu'on voit des croissances de population importantes. Donc, tous les autres pays, en fait, on est en bas de 2 %. Regardez, les États-Unis, on est à 0,5 %. Puis des fois, à écouter un peu les discours, on a l'impression que l'immigration est beaucoup dans le radar, mais en réalité, quand on regarde les chiffres, c'est pas si important que ça. Puis le graphique de droite, en fait, vous illustre un peu la croissance annuelle de la population au Québec. Je suis remonté le plus loin que je pouvais dans les données comparables, c'est 1952. Puis pourquoi 1952? C'est à peu près dans les de 1945 à 65, évidemment, la vague du baby boom. On a atteint 3,3 % de croissance de la population à la fin
fin des années 50. Actuellement, comme je vous disais, on est autour de 2,4 ceci étant dit, puis c'est pas pour les mêmes raisons. À cette époque-là, c'était évidemment le baby boom, un boom de naissance. La population était beaucoup moins âgée, donc il y avait évidemment le poids des décès où c'était moins important. Alors qu'aujourd'hui, en fait, la totalité, puis ça, c'est des chiffres qui sont sortis la semaine dernière, la totalité de la croissance de la population au Québec, c'est de l'immigration internationale. Donc, que ce soit immigration permanente ou immigration temporaire. Les autres types de croissance de la population, c'est naissance moins décès. Puis là, pour la première fois cette année, on est tombé dans le négatif, notamment parce qu'il y a eu une natalité qui était moins forte qu'espérée. Puis aussi, on perd de la population, pas beaucoup, mais on perd de la population par rapport aux autres provinces. Donc, le 2,4 c'est complètement de l'immigration internationale. Donc, c'est quand même important de comprendre, en fait, pourquoi on parle de ce sujet-là. Puis là, les liens à faire avec le marché du travail, en fait, ils sont nombreux. Actuellement, on constate un relâchement du marché du travail. C'est un peu contre-intuitif, parce que lorsqu'on dit, dans le langage d'économiste, qu'il y a un resserrement, ça veut dire que les taux de chômage diminuent, les taux de postes à pourvoir dans les entreprises augmentent, alors que là, en ce moment, c'est l'inverse qu'on observe. Puis il y a vraiment une différence marquée qui s'observe actuellement entre Montréal puis le reste des régions. Puis j'ai cherché un peu à savoir quel indicateur clé qui pourrait regrouper tout ça puis le présenter de façon relativement simple. Donc, c'est le nombre de postes vacants par chômeur. Puis là, j'ai remonté les données jusqu'en 2015, un peu pour illustrer l'augmentation de cet indicateur-là, donc les courbes qui augmentent, qui indiquaient qu'il y avait un certain resserrement du marché du travail qui se préparait. La courbe en bleu, c'est tout le Québec à l'extérieur de la région de Montréal. Donc, on voit que le nombre de postes vacants par chômeur, en fait, qui a atteint un pic à quelque part au printemps 2022, était beaucoup plus important à l'extérieur de Montréal, quoique au niveau du Grand Montréal, ça a quand même été, disons, un resserrement du marché du travail qui a été assez important. Et depuis, évidemment, il y a eu la montée des taux d'intérêt pour faire face à l'inflation. Le marché du travail s'est en quelque sorte refroidi, donc les employeurs ont à la fois rayé des postes vacants, donc sans même les combler, et ils ont surtout réduit le rythme des embauches. Donc ça, on le voit dans ce graphique-là, mais ce qu'on voit surtout, c'est ça s'est considérablement moins refroidi à l'extérieur de Montréal. Okay? Puis, en fait, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Premièrement, la croissance de la population, lorsqu'on regarde les chiffres, elle est moins importante quand même à l'extérieur de Montréal. Puis ça a quand même toujours, je dirais pas toujours été le cas, mais pendant plusieurs années, c'était le cas. Donc, l'immigration temporaire, les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers, il y en a beaucoup dans plusieurs entreprises en région et tout ça, mais quand même, il y a aussi beaucoup de départs à la retraite, donc des gens qui atteignent l'âge de prise de la retraite. On sait qu'en 2030, disons, le dernier, si on veut, le dernier baby boomer, celui-là en 65, va avoir 65 ans. 65 ans, dans les statistiques, c'est l'âge qu'on voit que la prise de retraite est beaucoup plus importante. Là. Souvent, c'est entre 60 et 65. Passé 65, c'est beaucoup plus des mesures d'exception. Et ce qui fait en sorte que, à l'heure actuelle, les tensions sont quand même beaucoup moins grandes qu'il y a 2 ans. Elles sont beaucoup plus localisées et elles demeurent quand même relativement importantes en région. Puis c'est ce qu'illustre le graphique de droite, qui est le nombre de
postes vacants par chômeur. On voit que des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, Mauricie, on est au-delà de un poste vacant par chômeur, alors que des régions comme Montréal, Laval, on est à 0,3. Donc, il y a vraiment des différences assez marquées qui se sont créées dans la dernière année. À la fois, finalement, ralentissement économique en 2023, mais aussi, ralentissement des embauches dans le marché de l'emploi qui se sont suivis. Puis c'est un ralentissement, en fait, qui est un peu, je dirais, pratiquement sectoriel. Donc, l'emploi est au neutre depuis plusieurs mois au Québec. Là. Pratiquement pas de croissance, mais c'est surtout parce que il n'y a pas beaucoup de croissance dans le secteur privé. Donc, on observe beaucoup la croissance dans le secteur public. On parle d'éducation, santé et dans les administrations publiques. Où est-ce que les besoins sont aussi importants. Puis parallèlement à ça, on a vu croissance de la population active, les deux courbes qui se croisent. Donc, le résultat, c'est augmentation du taux de chômage. Donc, croissance de la population active, mais le rythme d'embauche qui finalement ne suffit pas à justement, absorber toute cette nouvelle population-là dans le marché de l'emploi. Augmentation du taux de chômage, malheureusement, ce qu'on observe, c'est vraiment une augmentation surtout chez les immigrants. Donc, qu'on regarde les données à la fois pour les immigrants temporaires, ceci dit, c'est des données à prendre avec précaution parce qu'encore aujourd'hui, on mesure mal l'immigration temporaire dans le marché de l'emploi québécois. On a une estimation du nombre de résidents temporaires qu'il y a au Québec, mais tout ça est encore à raffiner. Puis le graphique de gauche montre en fait que ça, et de droite aussi finalement, montre que le ralentissement économique et du marché de l'emploi a un effet, si on veut, disproportionné à la fois sur les immigrants récents, et les travailleurs temporaires. Il y a certainement un effet, si on veut, de vase communicant. On l'a vu cet été un peu avec les jeunes. En fait, ça a fait toutes les manchettes dans les journaux où est-ce il y avait plusieurs jeunes qui, OK, on a plus de difficultés à se trouver un emploi cet été. Pourquoi? C'est qu'il y avait tout simplement moins d'opportunités présentes chez plusieurs employeurs, ce qui fait en sorte que plusieurs jeunes se sont retrouvés à devoir postuler sur les mêmes postes. Mais encore une fois, c'est encore beaucoup dans la région de Montréal. À l'extérieur de Montréal, c'est un petit peu plus nuancé comme portrait. Alors, la question qu'on se pose, en fait, pour analyser toutes ces questions-là, c'est, que font les immigrants temporaires? Par quels canaux arrivent-ils? Parce que dans le discours, ça peut être... je vous comprends, moi-même, des fois, je ne comprends pas tout à fait toutes les nuances nécessaires, mais revenons à la base. Au Québec et au Canada, on a un système où est-ce qu'on accueille l'immigration permanente. Donc, au Québec, on parle d'un seuil d'environ 50 000 par année. Au Canada, on est proche de 500 000 par année, mais il y a toute une filière aussi d'immigration temporaire, donc qui arrive pour plusieurs raisons. Et c'est vraiment cette population-là qui a augmenté de façon importante dans les dernières années. La dernière estimation qu'on a au 1er juillet 2024, ce serait 588 000 au Québec. Donc, ça comprend à la fois des demandeurs d'asile, des travailleurs étrangers temporaires, donc à la fois des travailleurs qui sont venus directement parce qu'il y avait des besoins exprimés par des employeurs sur le marché du travail, mais ça peut être aussi, par exemple, des gens qui ont acquis leur diplôme au Québec, soit dans un cégep, une université, au niveau diplôme professionnel et qui détiennent un PMI. Donc, et l'autre catégorie importante, bien évidemment, c'est les permis d'études qui ont quand même augmenté aussi de manière importante. Et l'autre volet, évidemment,
qui est un petit peu moins économique, c'est la question des demandeurs d'asile. Donc, tout ce panier-là, en fait, forme l'immigration temporaire au Québec. On sait que actuellement, en fait, les gouvernements sont en train de justement se demander, et même plus que se demander, bon, dans le cas du fédéral, on a émis une cible de justement réduire l'immigration temporaire à 5 % de la population canadienne d'ici 2027. Ce que ça pourrait vouloir dire, pour le Québec, c'est encore pas très clair. Du point de vue des étudiants étrangers, par exemple, le gouvernement fédéral a justement émis des cibles, mais qui touchent en fait à peu près pas le Québec, parce que le nombre d'étudiants étrangers qu'il y a au Québec actuellement n'atteint même pas ce plafond-là. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui laisse présager qu'il devrait avoir qu'il va y avoir un certain plafond en ce sens-là. Là où est-ce que ça pourrait davantage toucher, disons, les entreprises, c'est toute la question dans le jargon qu'on appelle des PTET, donc travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a des cibles, il y a des nouveaux barèmes, en fait, qui ont été annoncés à la fois par le provincial et le fédéral, qui vont justement restreindre l'accès des employeurs à ces travailleurs-là. Donc, pour l'instant, tout porte à croire, en fait, qu'en vertu de ce qui est annoncé à partir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien, en fait, qui nous laisse croire qu'il va y avoir des baisses très importantes de l'immigration temporaire au Québec. Évidemment, c'est toute réserve qu'il y a d'autres éléments qui soient annoncés. Lorsqu'on regarde, par exemple, lorsqu'on parle des PTET, les travailleurs étrangers temporaires, c'est censé en fait répondre à des besoins des employeurs, donc c'est censé être lié à la conjoncture économique, l'état de l'économie québécoise. Jusqu'à maintenant, aux dernières données en juillet, il n'y a pas vraiment moins de permis qui ont été émis en fait en ce sens-là par rapport aux années à l'année précédente 2023, et ça demeure nettement plus élevé que dans les années passées. Donc, en ce sens-là, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de ralentissement malgré le ralentissement économique et justement le ralentissement du marché de l'emploi. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi plus tard. Dans le cas des PMI, qui est l'autre catégorie qui chapeaute plusieurs catégories d'immigrants temporaires, c'est la même chose. Du point de vue des étudiants internationaux, c'est exactement... on ne change pas la tendance, en fait, pour le moment. Donc, la main-d'œuvre va continuer d'être un sujet important. Okay? Puis, il y a plusieurs raisons de penser ça. Si on se fie aux prévisionnistes économiques, ceux qui regardent un peu à long terme, qu'est-ce qui pourrait se passer avec le marché du travail québécois en matière de taux de chômage, en fait, les économistes ne s'attendent pas à ce que ça dépasse 5 % de taux de chômage au Québec dans les prochaines années, même que lorsqu'on compare Ensemble du Québec et Montréal, même qu'Ensemble du Québec serait un peu plus faible que la région de Montréal, parce que justement, il y a un peu moins de croissance démographique, le vieillissement de la population il est plus important. Alors, malgré tout ce qui peut se passer du point de vue conjoncturel, on ne s'attend pas justement à ce qu'il y ait des taux de chômage dans les deux chiffres, comme on a pu voir par le passé au Québec. Puis lorsqu'on regarde de façon plus pointue, même à l'échelle canadienne, le Québec va se démarquer nettement avec un marché du travail qui devrait demeurer plus serré. Lorsqu'on regarde, j'ai compilé le Québec en dehors de Montréal et la ville de Québec, on devrait se situer autour de 4,3 % de taux de chômage. Mais actuellement, on est à 5,7 %. Ça, c'est les dernières données au mois d'août. Au niveau du Canada, on est un point de pourcentage de plus à peu près. Donc, c'est quand même des indications assez fortes que la main-d'œuvre va demeurer un sujet assez important. Puis, ça va avec les entreprises, lorsqu'on les questionne, il y a différentes enquêtes, dont celle de Statistique Canada, sont parmi les plus préoccupées
en fait, au pays quant à l'état de la main-d'œuvre. Lorsqu'on leur demande quels sont les obstacles pour vous qui sont les plus importants, bon, évidemment, dans les dernières années, les questions de pénurie de main-d'œuvre, de recrutement d'employés qualifiés, de maintien en poste d'employés qualifiés ont quand même perdu un peu d'importance, bien, quand même beaucoup, parce qu'il y a d'autres préoccupations plus importantes qui ont fait surface, comme l'incertitude économique avec tout ce qui se passe, la montée des taux d'intérêt qui a fait gonfler le coût dans certaines entreprises, la faiblesse de la demande aussi dans certains segments. Mais malgré tout ça, la pénurie de main-d'œuvre est quand même identifiée par 31 des entreprises au Québec comme étant un obstacle important. J'observe qu'en Ontario, c'est 19,5 au niveau du recrutement des employés qualifiés, même chose, et même c'est un pourcentage plus important, 35,8 il s'avère que c'est encore un enjeu encore plus important, et 22,7 au niveau du maintien en poste d'employés qualifiés. Et puis ça, bien, c'est peu importe les secteurs d'activité. Il y a vraiment des différences assez importantes sur le radar. Ici, bien, c'est la part des entreprises qui s'attendent à avoir des obstacles qui sont liés à la main-d'œuvre. En bleu, vous avez le Québec et en noir, c'est l'Ontario. Donc, pour donner une petite comparaison, on observe que, par exemple, dans le commerce de détail, la fabrication, la construction, donc c'est trois secteurs quand même assez importants au Québec, où est-ce qu'on observe une part plus importante des entreprises qui estiment avoir la pénurie de main-d'œuvre, si on veut, comme obstacle. Puis c'est même plus que la pénurie de main-d'œuvre. Dans ce cas-là, c'est également là-dedans le maintien en poste d'employés qualifiés et le recrutement d'employés qualifiés, malgré tout le contexte économique qu'on voit à l'heure actuelle. Du point de vue de l'immigration, c'est quand même intéressant, par exemple, de constater que dans la construction, notamment, c'est vraiment un secteur au Québec puis au Canada de façon générale où est-ce qu'elle est nettement sous-représentée par rapport à son poids démographique. Donc, cette industrie-là, dans ce genre d'indicateur-là, on le voit très bien que c'est un enjeu. Dans d'autres indicateurs, on le voit moins, comme le taux de postes vacants, par exemple, qui est au même niveau que l'échelle provinciale. Pourquoi? Bien, c'est tout simplement parce que faute de main-d'œuvre, dans certains corps de métier très spécialisés, bien, on ne va juste pas démarrer certains projets alors qu'on aurait, on aurait le potentiel de pouvoir les réaliser, mais faute de certains métiers spécialisés, bien, on n'est tout simplement pas capable de le faire avec la main-d'œuvre, je dirais la main-d'œuvre locale, parce que du point de vue de l'immigration, il y a vraiment très peu d'immigration dans les métiers de la construction. Alors, après avoir dit tout ça, c'est quoi le principal défi de l'heure? Bien, c'est augmenter la productivité. Puis, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui m'ont déjà entendu, puis bon, on revient souvent à ce thème-là. Ça veut dire quoi, augmenter la productivité? Bien, dans le contexte québécois, où est-ce que les défis de main-d'œuvre vont, en théorie, là, selon si on se fie aux prévisions, demeurer plus importants qu'ailleurs? Au niveau de l'immigration, bien, en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment un débat parmi les économistes. Parce que le phénomène qu'on observe actuellement, le 2,4 de croissance de population, sauf au niveau du baby-boom, on n'a jamais vu ça au Québec. Là. Donc, c'est assez inédit. Dans les dernières années, les gouvernements ont, si on veut, ouvert les vannes de l'immigration temporaire. Donc, il y a plein d'assouplissements qui ont eu lieu, qui ont permis notamment à des entreprises, des institutions d'enseignement, puis très souvent avec raison, d'aller chercher de l'immigration. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le financement des services publics, pour la croissance de la productivité au Québec, pour la croissance du niveau de richesse au Québec? Parce qu'actuellement, d'un point de vue plus macro, au niveau du PIB par habitant au Québec et au Canada, on est à peu près au même niveau qu'il y a 10 ans. Donc, parce qu'il y a énormément de croissance de population. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal d'accueillir des immigrants, mais
actuellement, avec l'immigration temporaire, avec les règles qui sont en place que les gouvernements sont en train de revoir, il y a eu à plusieurs égards une certaine, je dirais, perte de contrôle. Ça a des conséquences au niveau macro. Puis le fameux débat entre les économistes, c'est de dire, OK, on fait venir de l'immigration, puis ça a des bienfaits notamment sur la croissance économique. Donc, dans le jargon, c'est la croissance du PIB, parce que si on augmente la taille de la population, ça va faire augmenter la taille de l'économie. Puis ça, à cet égard-là, quand on regarde les sondages d'opinion, puis on demande aux Canadiens et aux Québécois, est-ce que vous pensez que l'immigration aide la croissance économique? Il y a une vaste majorité des Québécois qui s'entendent pour dire que oui, que c'est le cas. Ça a un petit peu baissé dans la dernière année, mais c'est encore très, très largement oui. Par contre, moi, la question que je voudrais qu'on pose, c'est qu'en est-il du PIB par habitant, donc le niveau de richesse par personne? Donc, c'est là que, en fait, la productivité va venir aider pourrait potentiellement aider, en fait. Il n'y a pas de recette magique, puis moi, je ne l'ai pas non plus. Il y a différents leviers qu'on peut activer, puis ça va être important. Ça va être important parce que, puis surtout dans plusieurs régions du Québec, où est-ce que, notamment les besoins en santé, sont appelés à augmenter avec, on le voit la courbe ici, c'est une prévision par groupe d'âge de la croissance de la population. Bien, la population qui va le plus augmenter dans les prochaines années, c'est les 70 ans et plus. Et donc, il y a une bonne partie de ces gens-là qui vont requérir plus de soins de santé, qui ont besoin qu'on les aide. Donc, on a besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais la recette, elle n'est pas simple. Donc, il faut faire, oui, ça prend des travailleurs assez qualifiés. Ça en prend en quantité suffisante. Il faut les avoir dans les bonnes régions. Donc, il y a quand même plusieurs enjeux qui sont reliés à ça. Puis, une des façons d'aider, ça va être d'augmenter la productivité. Puis augmenter la productivité, ça ne veut pas dire travailler plus, ça veut dire travailler mieux. Donc, c'est avoir des meilleurs processus, des meilleurs... ça peut à la fois passer par les ressources humaines, ça peut à la fois passer par l'équipement, en fait, les investissements en innovation dans les entreprises, dans le secteur public que les gouvernements vont faire dans les prochaines années. Donc, ça va être assez crucial si on veut tenter de répondre à tous les besoins qu'on a au Québec et au Canada aussi. Alors, du point de vue de l'immigration, parce qu'on réfléchit quand même à la question, puis il y a certains leviers, en fait, pour renforcer le rôle de l'immigration dans les régions. Le focus sur la productivité, je viens d'en parler. Il faut, en fait, puis c'est un peu délicat, mais trouver un équilibre, en fait, stratégique entre concilier les besoins immédiats puis prioriser des objectifs de long terme. Actuellement, dans les restrictions, si on veut, à l'immigration temporaire qui ont été mises en place au Québec et au Canada, on a décidé en quelque sorte d'épargner la construction, la santé et la transformation alimentaire. Est-ce qu'il y a lieu de revoir ça de façon ponctuelle? Est-ce qu'on peut cibler des domaines stratégiques pour le Québec, pour les régions du Québec? Est-ce qu'on peut moduler en fonction des régions puis des besoins qui sont pas les mêmes d'une région à l'autre? C'est à réfléchir. Améliorer les programmes d'études, en fait, pour mieux les arrimer avec les besoins du marché du travail, ça, c'est super important. Puis investir dans les services d'intégration et de reconnaissance des compétences. Parce que j'entendais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait passer 5 heures le soir? Comment on peut convaincre quelqu'un de rester en région? Comment bâtir un tissu social, un réseau à des nouveaux arrivants qui arrivent dans les régions? C'est pas moi qui ai les réponses, mais je pense que c'est quand même important, même dans une discussion économique. Ce qui peut faire la différence entre demeurer, comme retourner dans une grande ville ou rester en région. Un phénomène qui guette, en fait, qui est très important et qui mérite qu'on s'y attarde, c'est le phénomène de la surqualification. Les dernières données qu'on a nous indiquent, en fait, tant du point de vue des immigrants temporaires que ceux qui arrivent de façon permanente, vivent des phénomènes de surqualification. Donc,
grosso modo, ça veut dire occuper un emploi qui ne correspond pas à ses qualifications premières. Donc ça, c'est vraiment très important à surveiller. Puis évidemment, ce phénomène-là, il est beaucoup plus important pour les personnes, les immigrants qui ont complété leur formation à l'extérieur du Canada. Ceci dit, puis je vais finir sur une note positive, l'intégration au marché du travail des immigrants économiques fonctionne. Donc, avant toute la vague migratoire qu'on voyait au niveau de l'immigration temporaire, qui est assez récente, hein? Ça fait quand même, ça fait pas énormément de temps, ça fait seulement quelques années, on voyait une amélioration des conditions des immigrants qui viennent au Québec et au Canada pour des raisons économiques. Donc, il y a à peine 10 ans, là, en 2012, 12 ans, le salaire d'entrée des immigrants économiques qui ont de l'expérience avant de devenir permanents, donc qui étaient là tout d'abord comme résidents temporaires, était inférieur au salaire médian de l'ensemble de la population. Bien, maintenant, il est 39 % plus élevé. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette recette-là qui a bien fonctionné parce que le but de l'immigration, oui, il y a la question de l'occupation du territoire, mais il y a aussi des questions économiques, surtout pour la frange économique. Donc, là-dedans, évidemment, que j'exclus la question des demandeurs d'asile et de la réunification familiale. Mais il ne faut jamais oublier, en fait, que c'est une recette qui a fonctionné et qui mérite qu'on ressente, en fait, les besoins là-dessus, puis sur les besoins des régions du Québec. Voilà. Merci.